Bonjour à tous. On va poursuivre cette série de cours dans lequel ce soir je vais traiter d'un problème qui est relié à l'énergie, mais qui va être plutôt relié à l'économie d'énergie. Et on va parler d'électrochromisme et on va regarder quels sont les principes de cet électrochromisme et quels sont les matériaux et les applications, à quoi cela peut-il bien servir. Alors, je vais commencer par rappeler un transparent que j'avais utilisé lors de ma leçon inaugurale, dans lequel j'avais cité finalement toutes les techniques ou les approches qu'on pouvait utiliser pour remédier aux 14 TW qu'il nous faudra en 2050, et bien sûr cela en ayant des énergies décarbonées. D'où on avait cité pas mal d'énergies renouvelables, et je crois qu'on a traité assez fortement justement dans ce cours cette énergie renouvelable. Ce qui nous reste à faire, c'est de traiter la capture et la séquestration du CO2, et cela sera fait dans le cours suivant, le 23 mars. De traiter l'énergie nucléaire, cela sera fait dans 1 heure par Philippe Barbou, qui vous traitera de cet aspect. Et ce que je voulais traiter aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique. J'ai toujours le même problème avec cette icône, cette efficacité énergétique, et je vais tout simplement voir, une fois de plus, comment on va pouvoir jouer avec le soleil, mais cette fois, on ne va pas convertir l'énergie solaire, comme on l'avait fait dans le cas par les méthodes telles que le photovoltaïque, la photosynthèse ou la photoélectrolyse. On avait regardé le thermique solaire également. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir tout simplement comment on peut réguler finalement cette énergie solaire. C'est-à-dire réguler cette énergie solaire par ce qu'on appelle les vitrages intelligents. Et on va voir comment on peut installer cela dans nos bâtiments et comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir et finalement quelle est la relation au niveau électrochimique avec ce qu'on fait. Alors parmi cette énergie solaire, toujours pareil, on va revenir aux fondamentaux en représentant ce que je vous ai déjà montré quelques fois, c'est-à-dire le spectre solaire qu'on peut voir ici, dans lequel vous avez ici en rouge la sensibilité de l'œil. Et aujourd'hui, on va directement travailler sur ce spectre solaire, qui est toujours pareil, une distribution des rayonnements électromagnétiques qui, dans ce cas, va s'étendre de l'UV au visible et à l'infrarouge. Et on va travailler beaucoup aujourd'hui avec le visible et l'infrarouge. C'est la raison pour laquelle, dans le cas du visible, on va parler, comme je vais mentionner, d'électrochrome. Chrome, ça provient du mot grec chroma, ça veut dire couleur, d'où on va être amené à regarder finalement les couleurs à l'intérieur des matériaux. Et dans ces couleurs, vous savez tous qu'il y a l'absorption et l'émission. Et si un corps absorbe dans cette bande, il va émettre dans la bande complémentaire. Donc voilà les bases qu'on va utiliser. Alors ensuite aussi, je vais utiliser, puisque je suis en train de parler, ou je vais parler de flux thermique, les ondes thermiques sont reliées au domaine de l'infrarouge. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, je m'intéresserai à l'émissivité d'un corps. Et cette émissivité, on la regardera directement de l'ordre de 2 à 50 microns. C'est-à-dire, notre corps, à une température, il va émettre un rayonnement thermique, et cet rayonnement thermique sera dans les longueurs d'onde de 2 à 50 microns. Donc voilà, si vous voulez, les bases pour ce cours d'aujourd'hui. Alors, le cours il va être structuré en 3 parties. Tout d'abord, je vais traiter de l'électrochromisme dans le visible, les principes, les matériaux utilisés et les applications industrielles. Et ensuite, je regarderai l'électroactivité dans l'infrarouge, montrer les recherches actuelles, ce qui se fait, les matériaux utilisés et les dispositifs visés ou les applications visées. Et je conclurai cela. Alors, tout d'abord, comme chaque cours, on va regarder l'histoire des électrochromes. Et cette histoire, je dirais, elle est vieille de plus de 300 ans, où l'un des premiers matériaux est le fameux bleu de Prusse, qui a été découvert de manière accidentelle il y a de cela 300 ans. Simple histoire entre Diesbach, qui était un fournisseur de couleurs, et Dippel, qui était un chimiste. Et ce qui s'est passé, c'est que Diesbach était une personne qui était renommée pour savoir produire des couleurs et produisait un rouge qui était excellent. Et un jour, il n'avait plus de matériaux, il faisait la réaction de la cochenille avec du sulfate de fer en présence de KOH, et il obtenait un rouge qui était parfait. N'ayant plus de matériaux, il va voir son fournisseur chimiste qui est Dippel, et lui, étant aussi sans matériaux, il n'a plus de stock, il a décidé de lui donner un matériau falsifié. Au lieu de lui donner KOH, il lui a donné K2CO3, et qu'est-ce qu'il s'est trouvé? C'est qu'il a obtenu un bleu magnifique, qui, au premier abord, il s'est retourné vers le fournisseur en voulant un dédommagement, mais lorsqu'il a vu que son matériau, sa couleur était encore meilleure que le rouge qu'il avait testé au départ, il a gardé, il a continué. Et c'est le fameux bleu de Prusse ou bleu de Berlin, et ainsi de suite.
Donc ça, si vous voulez, c'est la première découverte. Ensuite, le second matériau qui a été intéressant a été le matériau découvert par Berzelius, ou plutôt qui a découvert l'effet, c'est l'oxyde de tungstène, et qui, vous allez voir, va être réellement le centre de cet exposé, et dans lequel il y a un changement de couleur par réduction sous courant d'hydrogène. Ensuite, eh bien, il y a eu, en 1961, dénommé Platt, qui a finalement déterminé ou décrit ou défini ce qu'était l'électrochromisme, c'est-à-dire le changement de couleur de molécules organiques sous application d'un potentiel. Et ce n'est qu'en 1970 que Debye a réussi la première démonstration pratique de cet électrochromisme en faisant des appareillages ou des dispositifs qui sont capables de laisser passer ou d'absorber la lumière. Donc voilà, si vous voulez, l'histoire. Maintenant, où est-ce qu'on en est 40 ans après? Eh bien, il y a eu pas mal d'applications, en allant, j'y reviendrai, de rétroviseurs de voitures, en allant à des casques, et également des toits ouvrants de voitures, et bien sûr, ce qui va nous intéresser par la suite sera l'habitat. Donc voilà, si vous voulez, le domaine d'application, mais on va revenir dans le fondamental pour vous montrer finalement ce que sont ces matériaux. Alors, il y a plusieurs familles que j'appellerai de X-chromes, c'est-à-dire des matériaux finalement dont les propriétés optiques vont changer par simplement un stimulus extérieur. Et ce stimulus extérieur, il va pouvoir être de plusieurs sortes, c'est-à-dire on va pouvoir jouer avec la température, et là on aura ce qu'on appellera des thermochromes, et dans ce cas, c'est le cas de certains matériaux, dont c'est molybdate tungstate, comme indiqué ici, où il y a un changement de couleur de rouge à jaune. Il peut y avoir également un changement de couleur dû à tout simplement la lumière, c'est ce qu'on appellera les photochromes, et ça c'est des molécules organiques, dont vous pouvez voir ici, par absorption de rayonnement UV, eh bien, il y aura un changement de couleur, comme indiqué ici. Il y a également ce qu'on appelle les gazochromes, où là, ce sont des matériaux que lorsque vous allez faire passer un gaz dessus, eh bien, ils vont une fois de plus changer de couleur. Donc voilà ces différents types de matériaux que l'on va voir et qu'on pourra étudier. Mais aujourd'hui, c'est qu'on va se centraliser sur les électrochromes. Alors, c'est quoi un électrochrome? Eh bien, par définition, c'est un matériau qui est capable de changer de façon réversible de couleur sous l'application d'un potentiel. C'est-à-dire, voilà le matériau au départ, pas de potentiel. Si j'applique un potentiel, vous venez voir, il devient tout simplement foncé. Et ensuite, si j'inverse le potentiel, eh bien, il redevient transparent. Et l'avantage de ces systèmes, c'est que dans l'état coloré, eh bien, vous n'avez pas besoin de garder le potentiel. C'est-à-dire, le dispositif va rester coloré pendant un temps dont on va voir la définition. D'où, voilà ce que c'est que ces matériaux. Et si on regarde bien, eh bien, le phénomène de coloration, il résulte d'un transfert de charge entre les deux matériaux d'électrode. Et on va voir que là aussi, on va tout simplement avoir affaire à des réactions redox. Ce qui fait que vous voyez bien le dénominateur commun entre tout ce que je vous ai traité jusqu'à maintenant sur les accumulateurs, sur les piles à combustible, même sur les cellules photovoltaïques. Chaque fois, il y avait à l'intérieur de l'électrode une réaction redox. D'où, vous allez voir, une similarité très forte entre un dispositif électrochrome et une batterie. En effet, vous avez ici ce que vous connaissez maintenant, vous êtes bien familier, qui est la batterie, avec deux électrodes, avec ici un composé d'insertion, et on va avoir dans ce cas le lithium qui passe d'une électrode à l'autre. Et bien dans les matériaux électrochromes, on va y venir plus en détail, on va avoir également des composés d'insertion. Voilà un composé d'insertion qui est l'oxyde de tungstène, qui va tout simplement insérer et déinsérer des protons. D'où, vous voyez la similarité entre ces deux systèmes. Si je vais encore plus loin, eh bien, vous voyez qu'ils reposent tous sur des réactions redox et sur l'utilisation de composés d'insertion. D'où c'est la raison pour laquelle on peut appeler des cellules électrochromes des batteries optiques. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, le matériau d'électrode va changer de couleur lorsque vous allez injecter des électrons. Alors maintenant, on va voir que ces systèmes, eh bien, ils ont effectivement d'énormes ressemblances, mais ils vont également différencier sur certains points. Alors pour ce faire, eh bien, je vais ici vous rappeler la construction d'un accumulateur, et ensuite on va la comparer avec la construction d'un électrochrome. Alors si vous avez la batterie, voilà les différents éléments constitués de 5 composants, dans lesquels, bien sûr, vous avez une migration des ions lithium, avec ici les électrons. Bien sûr, on verra, ça pourra être le proton, et ainsi de suite. Maintenant, si je regarde le cas d'une cellule électrochrome, eh bien, elle va être schématisée par la chaîne électrochimique suivante. Vous allez avoir un verre, un oxyde transparent conducteur, une électrode d'insertion, conducteur ionique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on regarde maintenant l'empilement, eh bien, on va
malheureusement, les premières couches, vous n'allez pas les voir. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, on arrive à la deuxième couche et on va empiler finalement les différents feuillets. Et on peut ainsi obtenir tout simplement, voilà, le différent empilement qui est nécessaire pour avoir une cellule électrochrome. Avec, en haut, bien sûr, le conducteur transparent, car il ne faut pas oublier qu'il faut, dans ce cas, avoir un système dans lequel il y a également des ions et des électrons, mais surtout, il faut garder bien à l'esprit, c'est que, tout simplement, c'est pour absorber ou, tout simplement, transmettre la lumière. D'où, par conséquent, voilà les deux dispositifs. Vous voyez qu'il y a finalement le cœur est un cœur de réaction redox, mais lorsque vous voyez ce dispositif, eh bien, il va falloir qu'en ce cas, le soleil puisse être transmis d'une électrode à une autre. D'où ça va poser des conditions sur, automatiquement, les matériaux qu'on va utiliser. Parce que vous voyez que dans le cas des batteries, ici, on avait des collecteurs de courant qui étaient des métaux. Automatiquement, dans ce cas, il va falloir tout simplement que tous ces matériaux soient transparents dans le visible, du moins les collecteurs de courant. Et ensuite, on va les activer. Donc voilà le système que l'on va utiliser. Alors, voilà ce qu'est une cellule électrochrome. Je représente encore les différents feuillets. En réalité, eh bien, vous avez vos deux verres dans lesquels vous allez prendre une cellule électrochrome en sandwich. Alors, quel est le cahier de charge supplémentaire par rapport aux batteries? Alors, je vais mentionner, il faut des matériaux d'insertion avec des conductivités électroniques et ioniques, comme dans le cas des accumulateurs, mais avec, dans ce cas, eh bien, la capacité de pouvoir changer de couleur lorsque vous allez injecter un électron. Il faut des conducteurs de courant. Dans ce cas, il y a une transparence dans le visible pour que finalement le soleil, l'humidité puisse passer. Et il faut des électrodes qui vont pouvoir être élaborées en couche mince. Okay? Parce que dans ce cas également, on va regarder tout simplement une transmission. Et enfin, ce qui est très important, et la différence essentielle avec le cas des accumulateurs, rappelez-vous, dans le cas des accumulateurs, on avait un matériau dans lequel on allait insérer X nombre de lithium ou X nombre de protons pour avoir une capacité. Là, ce n'est plus du tout le cas. On ne cherche pas à avoir une capacité, mais ce qui va être important, eh bien, c'est qu'on va vouloir avoir une valeur de X, c'est-à-dire un taux de lithium ou un taux de protons relativement faible pour pouvoir rapidement changer du mode coloré au mode décoloré, c'est-à-dire absorption, transmission. D'où, si vous voulez, c'est ce genre de matériaux que l'on va regarder. Alors maintenant, quelles sont les figures de mérite? Eh bien, comme tout dispositif, il va falloir bien sûr le classifier et le comparer avec des références. Eh bien, ce qui va être important, ça va être la vitesse et le temps de commutation, qui dans ce cas va pouvoir être de quelques secondes à quelques minutes. La durée de vie, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va pouvoir colorer, décolorer, et on veut que ça soit de l'ordre des milliers de cycles. L'effet mémoire, alors ça c'est vraiment important. L'effet mémoire, ça veut dire que, je vous ai dit, si j'applique un potentiel, je peux arrêter mon potentiel et laisser mon dispositif, il restera toujours coloré. Eh bien, l'effet mémoire, ça va être tout simplement le temps nécessaire, ou le temps pendant lequel ce dispositif restera à l'état coloré. Et cela pourra être de plusieurs jours, plusieurs mois. Et enfin, les températures de fonctionnement, de moins 50 degrés à moins 100 degrés, ou dans ce cas, on peut être exposé au soleil, ainsi de suite. Alors ensuite, il y a deux valeurs qui vont être importantes. Ça va être le contraste entre l'état coloré et l'état décoloré, et on le définit par la transmission à l'état neutre sur la transmission à l'état coloré. Alors, état neutre, c'est l'état que vous avez ici. État coloré, c'est tout simplement lorsque vous avez tout simplement ce problème de coloration. Je suis en train de regarder comment je pourrais sortir ça. Pardon? Oui, mais il va revenir, non? J'espère que vous avez raison. Ensuite, il y a l'efficacité optique, qu'on définit par un facteur état. Il y a un switch Wi-Fi qu'il faut éteindre. Mais sur celui-là, j'en ai pas. Je ne sais pas où il est, celui-là. Je ne sais pas où il est. Et il y a une efficacité optique qui va être tout simplement le rapport de variation de la densité optique sur ou par charge ou par unité de charge qui en passe tout simplement dans ce dispositif. Et on va l'exprimer en centimètres carrés par coulomb-1, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, les figures de mérite. Alors maintenant, eh bien, on va regarder quels sont les composants qu'on va utiliser dans ces cellules électrochromes. Alors, il y a bien sûr les collecteurs de courant. Et ça va être la différence essentielle avec les batteries, puisque j'ai dit, dans ce cas, il faut tout simplement des collecteurs de courant qui soient transparents dans le visible et conducteurs. Et dans ce cas, il va falloir des conducteurs de courant qui soient transparents dans le visible, c'est-à-dire dans ce domaine
de longueur d'onde. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser des matériaux du type l'oxyde d'indium qui va être dopé à l'étain ou l'oxyde d'étain dopé au fluor. Et ces matériaux seront transparents dans le visible avec des conductivités décentes pour tout simplement pouvoir conduire et transposer les électrons. Ensuite, il va falloir des électrolytes. Et là, je ne vais pas m'étendre longuement, puisque les électrolytes, ça va être la même histoire que dans le cas des accumulateurs, où il y aura des électrolytes liquides, avec la différence, quand même, c'est qu'on va pouvoir utiliser dans ce cas des protons, et on va avoir des systèmes protons plutôt que lithium. On peut avoir les deux. Il faut des électrolytes polymères, et des électrolytes polymères, on va voir ce qu'il y a aussi, également des électrolytes solides organiques pour l'application au niveau couche mince, et ainsi de suite. C'est quand même gênant ce truc. Bon, je vais laisser la flèche ici. D'où, à niveau des matériaux électrochromes, là, je n'ai pas fait une élaboration, je vais essayer de les classifier. Et là, dans ce cas, ils vont dépendre tout simplement de l'électrochrome utilisé, et ça va tout simplement être fonction de l'injection d'électrons qui va être soit augmenter tout simplement ou soit diminuer la transparence du matériau. Et là, on va définir deux choses importantes. Dans un cas, on avait la cathode et l'anode, et là, on va définir des couches à coloration cathodique et des couches à coloration anodique. Alors, c'est quoi tout ça? Eh bien, ça va être des matériaux qui vont soit prendre une couleur lorsque vous allez le réduire, ou vous allez l'oxyder. Alors, parmi les matériaux qu'on va utiliser, il va y avoir les composés organiques, dans lesquels le bleu de Prusse, je vous ai mentionné, il va y avoir des oxydes, et tout récemment, des hydrures métalliques ont fait leur apparition pour ces applications. Au niveau des composés organiques, on va avoir des polymères conjugués, avec notamment la famille des viologènes ou la famille des polyannylines, et ainsi de suite. D'où on va regarder certains de ces matériaux et comment on peut les utiliser. Alors, pour avoir ces matériaux à coloration cathodique ou à coloration anodique, on va tout d'abord regarder les oxydes et voir le tableau périodique dans lequel on voit, dans ce cas, j'ai coloré en rouge pour les matériaux qui sont à coloration cathodique. Alors, vous voyez, un matériau à coloration cathodique, c'est un composé qui est coloré à l'état réduit. C'est-à-dire, si vous prenez l'oxyde de tungstène, WO3, vous le faites réagir avec le lithium, vous allez obtenir lithium X WO3, et dans ce cas, vous allez passer d'une couleur blanc jaunâtre à une couleur bleue. Donc voilà ce qu'on appelle un matériau à coloration cathodique. Rappelez-vous, c'est un matériau qui va être coloré à l'état réduit. Et bien sûr, un matériau qui, maintenant, va être à coloration anodique, c'est l'opposé, c'est un matériau qui va être coloré à l'état oxydé. Et là, on prend l'oxyde d'iridium, toujours pareil, on le fait réagir avec le lithium, et il va donner LiX IRO2, qui va être un matériau jaune pâle. Donc voilà, si vous voulez, les types de matériaux qu'on va utiliser pour construire un dispositif électrochrome. Alors on va voir que le matériau le plus utilisé, et d'ailleurs comparé avec tous les éléments, est l'oxyde de tungstène. Alors cet oxyde de tungstène, c'est un matériau d'insertion qui a une structure de type RO3, mais peut exister sous différents polymorphes, et qui va pouvoir insérer le lithium ou le proton. Et dans ce cas, on va pouvoir avoir la réaction suivante, de nouveau un proton et un lithium, qui vont donner directement une couleur jaune pâle, qui vont donner une couleur bleue. Et pour cela, je vais vous montrer, j'ai juste porté un exemple, une petite manip à faire, dans laquelle on va pouvoir prendre ce matériau. Voilà, si vous voulez, le cas de l'oxyde de tungstène. Voilà ce matériau qui est, vous voyez, jaune pâle. Et si je le fais réagir avec l'hydrogène, il va devenir rapidement bleu. Alors ce que je vais faire, je vais vous faire la manip devant vous, où ici, j'ai de l'hydrogène. Les écrans, ça ne va pas exploser. Et je vais tout simplement prendre cet hydrogène. Oh. J'ai un facteur sécurité trop important. Voilà. Et... Ah. Bon. On ne va pas mélanger. Et théoriquement, je vais injecter. Vous avez vu? Regardez déjà. Vous voyez le bleu déjà qui se met? Alors je vais réinjecter encore un peu plus.
voyez le matériau qui change de couleur? Ça veut dire que dans ce cas, mais tout simplement, alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pris de la poudre d'oxyde de tungstène pour rentrer directement un proton. Et pour que j'ai un proton, j'ai de l'hydrogène. D'où j'ai utilisé l'astuce, c'est que j'avais chargé cette poudre avec une faible quantité de platine comme un catalyseur. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les piles à combustible, je vous ai dit que j'utilisais le platine dans toutes les électrodes pour avoir cette dissociation et la création de protons. D'où effectivement, vous voyez, le matériau qui, dans ce cas, devient bleu en passant par différents états. D'où, si vous voulez, c'est exactement ce qui se passe. On peut le faire avec un gaz, ce que j'appellerais un gazochrome, ou alors avec un potentiel, et j'appellerais ça un électrochrome. Et effectivement, dans ce cas, on fait ça avec un potentiel. Alors bien sûr, lorsqu'on fait ça en laboratoire, on est un peu plus sérieux, et on va faire de l'électrochimie. Et lorsqu'on fait l'électrochimie, vous avez une cellule avec les différentes électrodes. Vous avez ici votre oxyde de tungstène. Et là, vous avez la courbe électrochimique, dont on a déjà vu. Vous avez l'intensité en fonction du potentiel. Et on va faire un cyclage, on va balayer sur un domaine de potentiel. D'où on va tout simplement réduire le matériau. Lorsque vous réduisez le matériau, eh bien, on part au point initial. Dans ce cas, vous avez un film. Alors bien sûr, le fait que j'ai un film fait en sorte que la couleur est légèrement différente. Ensuite, on va tout simplement mettre l'hydrogène, faire la réaction sur du lithium, excusez-moi, la réduction par le lithium. Et dans ce cas, on va arriver au point ici, où j'ai un matériau qui devient coloré. Et ensuite, eh bien, je vais reoxyder, et on arrive dans l'état décoloré. D'où, voilà, direct, au niveau couleur, ce qui se passe, électrochimiquement. Alors maintenant, si on veut caractériser ce qui se passe au niveau optique, eh bien, on va faire des mesures d'absorption, et dans le même système qu'on indiqué ici. D'où là, j'ai toujours pareil, mon cyclage, et là, je suis en train de regarder finalement l'évolution de la transmittance au fur et à mesure que je vais tout simplement insérer du lithium dans le matériau. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je suis ici dans l'état décoloré, et lorsque je vais mettre le lithium, je suis dans l'état coloré. D'où je vais déduire mon contraste, qui va être la transmission dans l'état décoloré sur la transmission dans l'état coloré, qui est le facteur 3, ainsi que mon efficacité optique. Donc voilà, si vous voulez, comment on va caractériser ces différents types d'électrochromes. Alors cela peut se faire, bien sûr, pour différentes sortes de matériaux, et voir ce qui se passe. Alors maintenant, on peut se demander quelle est l'origine, finalement, de cette coloration. Alors ce que vous avez ici, c'est tout simplement la structure de bande du composé WO3, dans laquelle vous avez les niveaux d'oxygène et les niveaux des orbitales scindés du tungstène, avec un gap de 3,5 électronvolts. Entre parenthèses, ce gap de 3,5, ça veut dire que ce matériau va absorber, je dirais, dans l'UV, il va émettre la couleur complémentaire, c'est la raison pour laquelle il est jaune pâle. Alors maintenant, si on met du lithium ou un proton dans ce matériau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir formation d'une large bande d'absorption qui va se situer au milieu du gap entre la bande de valence et la bande de conduction, comme indiqué ici, à 1,5 électronvolts. Et la position de cette bande va dépendre, bien sûr, de la cristallité de votre poudre et également si c'est un film ou pas. Mais dans ce cas, eh bien, ce qui se passe exactement, c'est qu'on a, lorsqu'on a un phénomène comme ainsi, c'est-à-dire que l'absorbance va dépendre de la quantité d'ions qui va être injectée, d'où les électrons vont être imbriqués dans le phénomène, et on a un modèle polaronique dans lequel, dans ce cas, un électron va créer une distorsion du réseau qui va tout simplement abaisser les niveaux d'énergie occupés. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est le passage d'un photon de ce niveau à celui-ci. Et 1,5 électronvolts, vous êtes à l'approche infrarouge, la raison pour laquelle, eh bien, vous avez tout simplement une couleur émise qui va être la couleur complémentaire dans le bleu. Donc voilà, si vous voulez, le phénomène physique derrière tout cela. Et cela, eh bien, c'est, je dirais, identique pour la plupart des matériaux cathodiques ou anodiques. Alors maintenant, si on regarde les différents types de matériaux, eh bien, il y a WO3, il y a V2O5, qui va passer d'un jaune marron à un bleu très pâle, et il y a également des matériaux à coloration cathodique qui sont indiqués ici. Et si on regarde ces systèmes, eh bien, vous allez voir que tous les systèmes, tous les dispositifs qui existent vont utiliser l'oxyde de tungstène, qui va être soit couplé avec du RO2, soit avec l'oxyde de nickel, soit avec des matériaux polymériques, ainsi de suite. Et lorsque vous allez assembler un système, eh bien, c'est comme lorsque vous faites une batterie à ion lithium, il va falloir tout simplement assembler un composé qui sera oxydé et un composé qui sera réduit. Et bien sûr, vous voulez être dans l'état initial, dans l'état décoloré. C'est la raison pour laquelle je vais tout simplement associer l'oxyde de tungstène avec l'oxyde d'iridium lithié et vice-versa. Et je vais passer de l'état décoloré à l'état coloré. Donc voilà, si vous voulez, comment on va assembler ces systèmes. Alors ces matériaux, ce WO3 va être utilisé avec de nombreux dispositifs. Et par exemple, vous voyez qu'on peut l'associer avec le bleu de Prusse, comme indiqué ici, où dans ce cas, on a un dispositif indiqué dans lequel on va passer tout simplement d'un état coloré
un état coloré, un état décoloré. Et là, on a des systèmes, des dispositifs qui ont été commercialisés par la compagnie Gesimat, dont le prix est indiqué ici, et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 18 000 m² de prototypes pour cela. On peut également coupler cet oxyde de tungstène avec l'oxyde de nickel. Alors pourquoi faire cela? Parce que l'avantage, eh bien, tout simplement, est lié à la couleur du dispositif. Rappelez-vous, dans le cas du tungstène et d'oxyde d'iridium, j'avais une couleur bleue. Dans le cas d'oxyde de nickel, eh bien, j'ai une couleur grise. D'où cette couleur est relativement souhaitée pour les applications dans les bâtiments. La difficulté avec ce système, c'est qu'on a ici un oxyde de nickel qui est un oxyde très basique avec des oxydes très acides, ce qui fait que ça présente un problème de stabilité avec le temps pour de tels systèmes. Ensuite, eh bien, il y a, comme on avait vu dans le cas des accumulateurs, il y a possibilité d'utiliser des matériaux polymériques. On peut utiliser la polyaniline, le polythiophène, le polypyrrole. Et dans ce cas, eh bien, dans le cas de la polyaniline, vous avez l'avantage qu'on va pouvoir mettre ces matériaux en solution et préparer des couches minces par électropolymérisation. Vous voyez qu'en ce cas, on va passer d'un jaune transparent à un vert, un bleu-violet. Et de nouveau, puisque dans ce cas, dans les polymères, on a des composés à large band gap, eh bien, on va tout simplement être coloré à l'état oxydé, ce qui fait qu'on a des composés à coloration anodique. Et on va coupler ça, une fois de plus, avec WO3 pour tout simplement faire des dispositifs électrochromes. Alors, il y a également des systèmes tout polymériques, dans lesquels maintenant, on va utiliser des polymères cathodiques et des polymères anodiques. Et c'est le cas des biologènes, qui sont tout simplement des molécules qu'on peut voir ici de bipyrilia, ou dans ce cas, eh bien, on va pouvoir doper plus et doper N et créer des couleurs agencées comme indiqué ici. Alors l'avantage de ces systèmes est tout simplement, c'est qu'on va pouvoir fonctionnaliser, où il y a une énorme possibilité de fonctionnalisation de ces groupes benzéniques, et dans ce cas, on va pouvoir obtenir une palette de couleurs. Mais cependant, ces matériaux sont relativement instables avec le temps. Donc voilà, si vous voulez, les différentes possibilités au niveau de ces matériaux électrochromes. Alors, une autre classe de matériaux qui est également très importante, c'est ce que j'appellerais les hydrures métalliques. Alors, les hydrures métalliques, c'est tout simplement des éléments de terres rares, tels l'yttrium, je me suis trompé ici, c'est le lantane et le praséodyme. Et dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir tout simplement insérer de l'hydrogène dans ces matériaux. Il va y avoir des changements structuraux, mais surtout des changements de conductivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un composé métallique à un composé isolant. Et lorsqu'on va faire cela, eh bien, tout simplement, il va y avoir un changement de propriété du matériau. Pour ce faire, eh bien, il y a deux façons de le faire. On peut faire ça une fois de plus en milieu protonique, c'est-à-dire par tout simplement électrochimie, ou alors on peut faire tout simplement avec des gaz comme l'hydrogène, comme je vous ai montré récemment, où on va pouvoir, dans ce cas, en passant de l'hydrogène sur le matériau, eh bien, changer totalement les propriétés de ce matériau. Et l'avantage de tout ça, eh c'est que l'hydrogène diffuse rapidement dans ces composés, d'où les temps de commutation seront nettement plus grands, plus importants que dans le cas des composés précédents. Plus courts que dans le cas des composés précédents. Alors, voilà un exemple de ce que ça peut donner. Ce que vous regardez ici, c'est finalement l'empilement indiqué dans ce cercle, où vous avez un substrat sur lequel vous allez déposer de l'yttrium, et dans ce cas, comme l'yttrium est un élément qui va réagir très fortement à l'air, on est obligé de le protéger, et on met tout simplement une couche nanométrique de palladium, qui servira également à catalyser la décomposition de l'hydrogène. Et lorsque vous faites cela, eh bien, on va pouvoir tout simplement insérer de l'hydrogène dans l'yttrium. Et ce que vous avez ici, eh bien, tout simplement, c'est un échiquier, avec la pièce maîtresse qui est le cavalier, et vous insérez tout ça dans un tube, vous faites, pour la photo bien sûr, et vous faites directement passer de l'hydrogène, et vous pouvez voir dans ce cas qu'on peut tout simplement commuter d'un état opaque à un état transparent. Donc voilà, si vous voulez, les différents types de matériaux que l'on peut utiliser. Alors dans ce cas, l'yttrium est un élément qui réagit fortement à l'air, d'où on va essayer d'utiliser d'autres matériaux, et c'est ce qu'une équipe de Berkeley a réalisé, où dans ce cas, ils n'ont pas utilisé de l'yttrium, ils ont utilisé des composés à base de magnésium, à base de nickel, composés dont on a déjà parlé 2 fois dans ce cours, puisque ces hydrures métalliques peuvent être utilisés, rappelez-vous, pour stocker de l'hydrogène, on avait vu ça avec MgH2, et ils peuvent également être utilisés dans les batteries nickel-métal-hydrure, comme électrode négative. Et dans ce cas, vous voyez que lorsqu'on passe tout simplement de
du métal à l'hydrure, bien, il y a un changement important au niveau directement de la réflexion et bien sûr de la transmission. D'où ces dispositifs sont également utilisés comme miroirs commutables. Enfin, une dernière avancée dans ce domaine consiste également l'utilisation de ces matériaux, de ces hydrures métalliques, avec maintenant, couplé toujours pareil, avec WO3. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait passé finalement dans gazochrome, maintenant on revient au niveau électrochimie, où on va avoir HXWO3, et on va dans ce cas, tout simplement, avoir une cellule électrochimique dans laquelle maintenant le palladium va tout simplement capter les protons et va servir d'injection de protons dans MgNI. Et si on fait ça, vous voyez ici dans l'état réfléchissant, et maintenant on peut tout simplement, en changeant le potentiel par 1,2 volts, passer tout simplement dans l'état transparent. Donc voilà, si vous voulez, les différents dispositifs que l'on peut réaliser. Et vous voyez que dans ce cas, comme je l'ai mentionné, on a des temps de commutation qui sont relativement courts, puisqu'on est dans des temps de commutation de l'ordre de 15 à 20 secondes. De nouveau, dû au fait que dans ces hydrures métalliques, l'hydrogène se déplace rapidement. Donc maintenant, quels sont les développements industriels de toutes, si vous voulez, ces différents dispositifs? Alors pour ce faire, on va voir ce qui se passe maintenant dans l'industrie. Alors on remonte relativement dans le temps, puisque les premiers dispositifs ou les premiers rétroviseurs de voitures, ce que vous avez directement dans votre voiture pour ne pas que vous soyez ébloui par des voitures qui vous suivent ou ainsi de suite, ça a été commercialisé la première fois en 1987 par Gentex, et ensuite vous voyez toutes les compagnies qui ont tout simplement commercialisé des rétroviseurs, et vous voyez tous, principalement, à base d'oxyde de tungstène, sauf les premiers dont on va revenir. Également, les premières lunettes électrochromes ont été commercialisées au Japon en 1992, et cela a suivi ensuite dans les visières de casque, ainsi de suite pour les motocycliques, les motocycles. Et dans ce cas, l'avantage aussi de cette technologie, c'est que vous voyez qu'en ce cas, on fait tout simplement des dépôts sur des surfaces flexibles. C'est-à-dire que maintenant, on va utiliser des polymères comme support sur lequel on va aller tout simplement déposer ces électrochromes. Et là aussi, on a des changements de temps relativement rapides, en 6 secondes, avec tout simplement des rendements de contraste qui sont relativement importants. Un domaine aussi qui se développe fortement à l'heure actuelle, c'est tout simplement les toits de voiture, où on peut, dans ce cas, vous voyez deux toits de voiture bombés, dans le cas décoloré et dans le cas coloré. Vous avez ici le toit de voiture d'une Ferrari, en fonction tout simplement de l'application du potentiel, vous voyez tout simplement le toit qui va se teinter. Alors bien sûr, tout ça, c'est des applications qui marchent, 30 secondes, mais bien sûr, on met sur des voitures relativement chères, car ces appareils électrochromes ne sont pas gratuits. C'est la raison pour laquelle la commercialisation ou à grande échelle n'est pas encore là, mais on va voir ça par la suite. Une autre application de ces dispositifs électrochromes est dans le domaine de l'affichage, où ici, vous avez toujours pareil le bleu de Prusse dont je vous ai parlé, qui va être couplé avec du WO3. Et vous avez ici qu'on peut tout simplement avoir un système d'affichage dans lequel on peut adresser 3 par 3 et ainsi de suite. Et vous avez tout simplement ce que l'on peut produire aujourd'hui avec ces différents systèmes. Alors bien sûr, c'est des systèmes qui sont quand même moins rapides au niveau commutation que les cristaux liquides. C'est la raison pour laquelle il y a une compétition et les cristaux liquides, définitivement, au niveau de l'affichage, sont nettement plus performants quand même que ces électrochromes. Mais enfin, le domaine sur lequel je voudrais directement m'accentuer un peu plus est le domaine finalement de l'habitat. Où là, on va voir tout simplement que ces électrochromes vont permettre de nuancer tout simplement la couleur ou la luminosité dans une pièce ou dans un appartement. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va pouvoir maîtriser finalement l'énergie du bâtiment et tout en ayant un confort tout simplement dans une ambiance modifiable et contrôlable. Et comme vous pouvez voir ici, on a différents systèmes. On va pouvoir actionner différentes de ces fenêtres différemment et tout simplement avoir des dégradés de couleurs à l'intérieur de l'appartement. Mais bien sûr, tout ça avec le but d'économiser l'énergie et de régler le flux thermique qui va à l'intérieur et à l'extérieur de votre habitation. Alors, dans le même style, voilà des vitrages qui sont directement commercialisés par la société américaine Saint-Julas, où là, vous avez tout simplement un environnement avec 2 Velux. Et là, vous voyez aussi que vous pouvez contrôler très bien la luminosité ainsi que la température, on va voir par la suite, à l'intérieur de votre appartement. Et tout cela de façon indépendante. Alors maintenant, comment ça fonctionne et comment ça marche et quels sont les gains d'utiliser ces vitrages intelligents?
vous avez ici deux hublots, enfin, deux Velux, excusez-moi, dans lequel vous avez ici les différents verres, et vous voyez tout simplement, avec un verre double paroi, avec un côté, eh bien, on va avoir tout simplement un dépôt électrochromique, avec les différentes couches dont je vous ai mentionné. Et maintenant, si on regarde au niveau gain et au niveau rendement, eh bien, si je suis dans l'état transparent, on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, qu'on a une transmission de 62% et un gain thermique, c'est-à-dire un échauffement de 0,48. Et maintenant, si je passe dans l'état décoloré, dans l'état coloré, c'est-à-dire que dans ce cas, je mets un potentiel, ma cellule électrochrome se met en route, et bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je n'ai plus une transmission que de 4%, c'est-à-dire qu'on passe de 62% à 4%. Et de la même façon, c'est-à-dire que le gain thermique eh bien, est tout simplement divisé par 4. D'où ça montre tout simplement l'avantage d'utiliser ces cellules électrochromes. Alors bien sûr, ces cellules électrochromes, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé tout simplement dans le cas du visible, et on va voir tout simplement ce qui peut se passer si maintenant on travaille dans le proche infrarouge. Car n'oubliez pas que la chaleur, eh bien, c'est tout simplement des ondes thermiques, d'où par conséquent, si on veut régler le flux de chaleur, il va falloir travailler dans le domaine de l'infrarouge. Et c'est actuellement, toutes les recherches sont en train de se développer pour créer, si je peux dire, les mêmes systèmes dans le domaine de l'infrarouge. D'où par conséquent, je vais vous montrer maintenant, relativement rapidement, où on en est au niveau de l'électroactivité dans le domaine infrarouge, quelles sont les recherches actuelles, les matériaux utilisés et les dispositifs visés. Alors, je remets encore le spectre solaire pour vous rappeler qu'on a tout simplement, jusqu'à maintenant, travaillé dans le visible avec le vitrage intelligent où on peut avoir transmission, absorption, ou également on peut avoir réflexion si on met derrière un miroir métallique avec tout simplement une cellule électrochrome comme indiqué ici. Alors maintenant, on va s'intéresser au domaine des ondes thermiques où on va tout simplement regarder aux différents matériaux, mais les matériaux qui vont pouvoir être ou capables tout simplement de renvoyer les radiations et de démettre cette chaleur. Et c'est la raison pour laquelle on va maintenant parler de luminance, où on va tout simplement parler d'émissivité. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement essayer, par le même principe qu'on a démontré dans le cas des électrochromes, voir comment on peut tout simplement changer de façon électrochimique l'émissivité d'un matériau. Et on va avoir, si vous voulez, la même systématique que l'on avait auparavant. Alors pourquoi veut-on faire cela? Eh bien, il y a bien sûr différentes applications. Et la première application que j'ai mentionnée ici, c'est ce que j'appellerais le camouflage optique ou la furtivité, où dans ce cas, on va jouer tout simplement sur les propriétés du corps noir. Si je prends par exemple un matériau dont la température réelle de 80 degrés C, eh bien, si je regarde sur la courbe du corps noir, eh bien, celui-là, il aura une luminance mesurée qui est indiquée ici, pour un corps émissif de 0,5. Maintenant, je peux avoir, si je mesure la luminance du même corps, il suffit que je divise l'émissivité par un facteur 2, eh bien, mon matériau aura une température apparente de tout simplement 29 degrés C. C'est-à-dire qu'en ce cas, je vais pouvoir tout simplement changer l'apparence d'un objet. Et si je fais ça, eh bien, pourquoi on appelle ça camouflage? Pour la bonne et simple raison que si je prends par exemple ces deux soldats, eh bien, si un soldat qui est entouré ici par un blanc a un revêtement dont je peux changer l'émissivité, eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir m'arranger à régler cette émissivité pour que finalement, il soit tout simplement confondu avec tout simplement son entourage. Et ainsi, on ne pourra pas le voir. Donc voilà, si vous voulez, le but de faire cela. Alors bien sûr, pour faire cela, il faut pouvoir tout simplement passer d'un système passif actif. Ça veut dire qu'on va avoir un recouvrement qu'on va pouvoir tout simplement contrôler en fonction du temps l'émissivité. Et c'est ça qui est important. Alors ça, c'est une application, mais l'application que je voudrais vous montrer est plutôt l'application thermique pour tout ce qui est les flux de chaleur. Alors une autre application importante est tout simplement le cas d'un satellite sur orbite. Si vous regardez le satellite, eh bien, automatiquement, il va passer entre le Soleil et la Terre, et ensuite, eh bien, dans ce cas, s'il passe entre le Soleil et la Terre, eh bien, il va y avoir tout simplement un fort échauffement, et il faut que dans ce cas, eh bien, vous pouvez émettre la chaleur. C'est pour ça qu'il faudra des matériaux de forte émissivité. Par contre, si maintenant il se trouve dans le cône de la Terre, eh bien, il va être tout simplement dans une zone relativement froide. C'est le froid qu'on appelle le froid stellaire, à moins de 3 degrés K, et dans ce cas, eh bien, il va falloir des matériaux de faible émissivité. Alors aujourd'hui, cela se fait en mettant des volets vénitiens dans lesquels on va, avec les faces ayant des matériaux d'émissivité différentes, et on va tout simplement tourner le volet
pour l'exposer lorsqu'il va être du côté du Soleil ou derrière la Terre. Du côté du Soleil, il y aura un matériau, je répète, à forte émissivité, et ainsi de suite. Alors, là, ce qu'on voudrait faire, c'est tout simplement, là aussi, avoir des matériaux à émissivité variable et pouvoir contrôler cette émissivité lorsqu'on passera devant le Soleil, et ainsi de suite. Pour la bonne et simple raison que si on fait ça, eh bien, on va économiser fortement en poids et on pourra, dans ce cas, avoir des satellites qui auront une durée de vie nettement plus grande que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, une autre explication. Et finalement, l'application importante relativement à l'habitat de ce que j'appellerais cette émissivité variable, eh bien, va tout simplement consister à régler ou à dessiner des vitrages qui vont nous permettre de pouvoir sélectionner le domaine solaire spectral et également l'émission que l'on va pouvoir faire dans l'infrarouge. Si par exemple, je regarde dans le cas d'une journée d'hiver, si je veux par exemple maintenir, dans ce cas, ou économiser au niveau chauffage pour tout mon appartement, eh bien dans ce cas, ce que je vais faire, je vais choisir un matériau, comme vous pouvez le voir ici, qui va tout simplement eh bien, laisser passer tout le spectre solaire, c'est-à-dire la partie visible et la partie tout simplement infrarouge, et qui va indirectement réfléchir l'infrarouge thermique, de façon à ce que la chaleur, si vous voulez, ne sorte pas de l'appartement. Maintenant, si je considère directement une journée d'été, eh bien dans ce cas, on va pouvoir économiser en climatisation et ainsi de suite, par mettant un vitrage qui, dans ce cas, va tout simplement couper, vous voyez, le spectre solaire au milieu du spectre solaire, avec la partie visible de ce côté et la partie infrarouge. C'est-à-dire qu'en ce cas, je vais laisser la partie infrarouge de côté, d'où je ne vais pas directement chauffer mon appartement. Et de la même façon, eh bien, je vais réfléchir tout simplement la partie thermique. C'est ce que vous voyez ici. Et finalement, si je prends une journée ou une nuit d'été relativement chaude, eh bien, dans ce cas, je vais tout simplement vouloir, durant la nuit, vous n'allez pas directement prendre du spectre solaire, c'est clair, mais par contre, ce que vous allez faire dans ce cas, eh bien, c'est que vous allez tout simplement avoir un vitrage qui va transmettre tout simplement toute l'énergie interne de votre appartement vers l'extérieur et bien sûr au travers des bandes d'absorption de l'atmosphère. Ça veut dire qu'en ce cas, on va regarder tout simplement l'émission dans l'infrarouge. Et cette émission dans l'infrarouge, eh bien, vous savez tous qu'elle va être contrôlée par différentes bandes. Et pour faire cela, eh bien, il va falloir tout simplement trouver de nouveaux matériaux. Alors, cette émission infrarouge, eh bien, on a tout simplement les différentes bandes sur lesquelles on va travailler, que j'appellerai les bandes 2 et les bandes 3, qui sont tout simplement entre 3 et 5 microns et 8 et 12 microns. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir trouver des matériaux qui vont pouvoir être adaptés à ces différentes bandes d'émission. Alors, on va faire la systématique que l'on a fait auparavant, c'est-à-dire on va tout simplement exactement la même chose que dans le cas des électrochromes, où on va dans ce cas eh bien, regarder quels sont les différents composés d'insertion qui vont pouvoir être actifs tout simplement dans ces bandes 2 et dans ces bandes 3. Et on va construire les mêmes dispositifs où on va dans ce cas utiliser un matériau qui va être encore l'oxyde de tungstène, dans ce cas avec une structure légèrement différente, mais peu importe, où on a des molécules d'eau, et on va tout simplement aller insérer du lithium et du proton. On a toujours exactement la même courbe électrochimique, et maintenant tout simplement, on va mesurer tout simplement les propriétés optiques de ce matériau dans les bandes 2 et dans les bandes 3. Vous voyez la bande 2 et la bande 3, et vous voyez ici que l'état tout simplement d'insérer x égale 0, et vous voyez l'état x égale 0,25. Et vous pouvez voir que dans ce cas, un changement de réflexion important qui signifie tout simplement qu'on a un 30% de contraste en bande 2 et 45% de contraste en bande 3. Ça veut dire qu'on est en train de changer l'émissivité de ce matériau et on va tout simplement, dans ce cas, pouvoir contrôler de nouveau les flux thermiques qu'on pourra avoir dans un habitat et ainsi de suite. Et vous voyez que ces systèmes eh bien, sont relativement réversibles. Vous avez en fonction du temps le nombre de cycles qui ont été effectués. Alors voilà un matériau qui est assez intéressant. Un autre matériau qu'on a étudié est un composé lamellaire, aussi un autre composé d'intercalation du type TS2, où là aussi on va pouvoir insérer du lithium à l'intérieur. Et vous voyez également le changement tout simplement de réflectivité au fur et à mesure qu'on va mettre du lithium à ce composé. Et bien sûr, si on sortait le lithium, eh bien, on reviendrait à l'état initial. Et là aussi, on a tout simplement un très bon contraste en bande 2 et en bande 3. D'où à partir de cela, eh bien, on a pu réaliser des premiers démonstrateurs. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est tout simplement un dispositif électrochimique dans lequel vous avez en ce cas WO3, une contre-électrode d'oxyde de nickel, où vous pouvez voir ici, entre l'état émissif et l'état tout simplement réflecteur. Et vous voyez qu'en ce cas, on a HXWO3, WO3, et vous voyez qu'on a une différence de température au 35 degrés C. Ça veut dire qu'en ce cas, on a un changement d'émissivité entre le matériau lithier et le matériau délithier de 0,6 à 0,7.
Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, grâce à ces dispositifs, on peut tout simplement contrôler les variations de température et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces dispositifs électrochromes. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage, mais la question, je vais essayer de répondre et de conclure à tout cela. À quand les vitraux intelligents ou les vitrages intelligents? Eh bien, les premiers ont été commercialisés depuis 2006 en Californie, ou bien sûr aux États-Unis, où l'air conditionné tourne toujours à outrance. Eh bien, il y a eu pas mal d'installations qui se font avec ces vitrages intelligents. Alors, au jour d'aujourd'hui, les changements de transmission sont de 0,11 à 0,38. Les prototypes qui sont construits, c'est les 90 qui ont plus de 200 cm². Et la durée de vie est approximativement de 15 ans. Les coûts sont indiqués ici, avec les coûts de la production et le coût à la vente. Et il est prédit qu'il y aura 15% des vitrages intelligents en 2012, du moins en Californie. Donc voilà, si vous voulez, l'état d'avancement au niveau de ces vitrages intelligents. Définitivement, il est prouvé, il a été calculé, il a été démontré que dans ce cas, eh bien, on pouvait économiser 40% d'énergie par rapport au vitrage traditionnel. Et si on considère tout simplement, au jour d'aujourd'hui en France, il y a 10% de la dépense énergétique qui est liée à la qualité d'isolation de nos fenêtres, ça veut dire qu'on est en train d'économiser quelques gigawatts d'énergie. D'où voilà, si vous voulez, ce que je peux vous dire sur les vitrages intelligents. Et pour terminer, je terminerai sur une conclusion personnelle. Je pense que dans tous les programmes, économiser l'énergie est certainement l'étape la plus efficace de tout programme énergétique que l'on pourra mettre en place pour pallier à nos demandes futures. Économiser l'énergie est beaucoup moins onéreux qu'en produire. Et ça, c'est très important. Pour la bonne et simple raison, c'est que, comme on a vu dans ce cours, grâce ou en raison de toutes les inefficacités de la chaîne de production de l'énergie, il faut garder à l'esprit que pour chaque joule économisé, 4 à 5 joules d'énergie primaire sont évités d'être produits. D'où ça, c'est quand même un point vraiment important d'économiser, finalement, par tout système qui est possible, grâce aux électrochromes ou tout autre, ce changement de chaleur, ainsi de suite. Et finalement, je voudrais remercier pour l'attention et introduire le prochain speaker qui va être sur l'énergie nucléaire, qui est Philippe Barbou, et également vous mentionner que le dernier cours aura lieu le 23 mars et la personne qui est au nom de François Orsini, qui n'avait pas pu venir car elle se trouvait au Japon la dernière fois et son avion n'avait pas pu décoller, eh bien, rattrapera et donnera son cours mercredi prochain à 16h15, 17h15. Ensuite, on aura le cours sur le captage et le stockage géologique de CO2. Et je terminerai cette séance de cours en faisant un résumé et en vous donnant une prospective sur le futur de que seront les recherches dans ce domaine et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les quelques années. Et je vous remercie pour votre attention.